Bonjour et bienvenue sur Geekosophie Magazine, le podcast pour les fans de la pop culture et les apprentis philosophes. À chaque épisode, un texte philosophique, un héros de la pop culture. Nous verrons de quelle façon ces héros illustrent les grandes thèses de la philosophie classique et nous les expliquerons ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 premières sources de l'autorité, en nous appuyant sur un livre de Pierre-Henri Tavoyot, professeur de philosophie politique à la Sorbonne. Pour nous accompagner dans l'explication de son œuvre, nous allons faire appel à Mufasa, du grand classique de Walt Disney, Le Roi Lion. Le Roi Lion est une histoire de pouvoir. Le roi Mufasa, ayant eu un héritier, son frère Scar sait qu'il ne sera jamais roi de la terre des lions. Tandis que Mufasa apprend à son fils Simba comment être un bon roi, Scar met en place un stratagème pour éliminer à la fois son frère et l'héritier au trône. Avec la complicité des hyènes, bannies dans un cimetière d'éléphants, il lâche un troupeau de gnous sur le lionceau Simba et prévient Mufasa que son fils est en danger. Mufasa court pour le sauver, il parvient à l'extraire du ravin où les gnous ont chargé et remonte le long d'une paroi rocheuse pour s'échapper à son tour, mais Scar, au lieu de l'aider, le laisse tomber dans le vide. Suite à cela, il persuade Simba que c'est lui le responsable de la mort de son père et le pousse à fuir très loin. Il envoie les hyènes pour l'éliminer, mais celle-ci le laisse s'enfuir en pensant qu'il finira par mourir de soif dans le désert. Des années plus tard, la terre des lions est un immense champ de ruines. Tout est desséché, il n'y a plus rien à manger et les hyènes qui détruisent tout sont toutes puissantes. Nala, l'ami d'enfance de Simba, part chercher de l'aide et tombe sur l'héritier devenu adulte, qui a complètement oublié le sens des responsabilités et vit sans se préoccuper de rien au milieu de la jungle et de ses 2 nouveaux amis, Timon et Pumba. Malgré ses supplications, elle ne parvient pas à le faire rentrer chez lui. C'est le singe Rafiki, vieux sorcier ami de la famille, qui lui fait entendre la voix de son père dans les nuages et réussit à le convaincre. Simba met fin au règne de Scar après un combat singulier. Une fois qu'il a repris sa place sur le trône, l'harmonie revient sur la terre des lions. Nous allons nous intéresser à ce qui fait que le régime politique de Mufasa est aussi droit et stable, et plus particulièrement à la notion d'autorité. L'autorité n'est pas la même chose que le pouvoir. On peut bien avoir du pouvoir sans autorité, on parle souvent dans ce cas d'autoritarisme, la personne au pouvoir n'ayant pas d'autorité, elle tend vers la domination, et on reconnaît tout de suite l'opposition entre Scar et Mufasa. Mufasa est immédiatement respecté alors que Scar a besoin d'enfermer ou de violenter ceux qui s'opposent à lui, bien qu'il soit dans une position de pouvoir puisqu'il est roi. Mais on peut aussi avoir de l'autorité sans pouvoir. Dans l'image populaire du vieux sage, on imagine quelqu'un à qui on obéit immédiatement alors qu'il n'est pas dans une position de pouvoir. Et cette image du sage apparaît également dans le film chez Rafiki. L'autorité se distingue aussi de la force. Si on a besoin d'user de la force pour se faire obéir comme Scar, c'est qu'il n'y a pas d'autorité. Et elle se distingue de l'argumentation rationnelle. La personne qui fait autorité n'a pas besoin de se justifier. Le mot autorité vient du latin augere, qui signifie augmenter. D'après l'étymologie, l'autorité serait donc une opération mystérieuse qui augmente un pouvoir ou un argument. On parle d'argument d'autorité pour désigner ce qui n'a pas besoin de justification parce qu'il est au-dessus. Dans son livre Qui doit gouverner, Pierre-Henri Tavoyot, qui est donc professeur de philosophie politique à la Sorbonne et que j'ai moi-même eu en cours lors de ma 3e année de licence, met en avant les 3 premières sources d'autorité dans l'histoire de la société politique. Ces 3 sources d'autorité sont le passé, le cosmos et le divin. Nous allons lire ensemble 3 petits extraits de son livre, chaque extrait correspondant à une des 3 premières sources d'autorité. Vous entendrez le jingle du podcast entre chaque extrait pour vous aider à suivre. L'autorité du passé. Celle-ci repose sur l'idée qu'un pouvoir ou un discours n'a de valeur que s'il est hérité et s'il peut se prévaloir d'une généalogie qui le relie, sans solution de continuité, à un temps fondateur. En effet, dans l'univers spirituel de la tradition, c'est l'origine qui donne sens au présent, qui l'illumine et le transfigure dans toutes ses dimensions, même les plus banales. Tout ce qui se fait et doit se faire a été jadis édicté par un ancêtre plein de prudence et de sagesse, dont il faut garder la précieuse mémoire.
Et ce qu'il a prescrit s'impose non parce que ce serait utile, bénéfique ou sage, mais exclusivement parce qu'il l'a prescrit. L'autorité du cosmos. L'idée fondamentale de cette seconde réponse est qu'il existe dans les choses naturelles un ordre et une harmonie qui, pourvu qu'on les observe scrupuleusement, constituent les modèles les plus sûrs du gouvernement. Quand on parle aujourd'hui du microcosme politique, c'est pour en souligner l'étroitesse et la mesquinerie. Mais chez les penseurs de la Grèce antique, si la cité est un microcosme, c'est qu'elle doit s'efforcer de reproduire en petit ce que l'univers est en grand. Le pouvoir établi trouve sa légitimité dans cette imitation d'un ordre harmonieux qui le transcende. L'autorité du divin. Parce qu'il est plus originel encore que le passé et plus juste encore que le cosmos, le Dieu unique et transcendant fournit une source parfaite et absolue. Dans le christianisme, l'autorité se déduit de l'amour ou de la charité. Elle est, comme le remarque Augustin, une autorité de service ou, comme on dirait aujourd'hui, de sollicitude plus que de domination. L'autorité, écrit-il, est acquis pour voie à l'intérêt d'autrui. Elle appartient au mari sur la femme, aux parents sur les enfants, au maître sur les serviteurs. L'obéissance est le devoir de ceux pour qui l'on veille. La femme obéit au mari, les enfants aux parents, les serviteurs au maître. Mais dans la maison du juste vivant de la foi et voyageant encore loin de la céleste cité, ceux mêmes qui commandent sont les serviteurs de ceux à qui ils paraissent commander. Avant d'expliquer, je vais faire une précision concernant le dernier passage qui en a peut-être surpris plus d'un, notamment quant à l'obéissance de la femme au mari. Il ne s'agit pas d'une position défendue par Tavoyot, car la majorité du passage est en fait une citation de saint Augustin dans La Cité de Dieu, un auteur chrétien du 5e siècle. Ce qu'il essaie de dire n'est pas que la femme doit obéir à son mari, mais que, de fait, les femmes, à son époque, obéissent à leur mari, et l'autorité du mari vient du fait qu'il commande pour le bien de sa femme. Ce point étant éclairci, nous allons pouvoir expliquer ces 3 premières sources d'autorité. La première source d'autorité présentée est donc celle de la tradition. La tradition, c'est ce que l'on suit, ce que l'on respecte, sans trop y réfléchir. C'est donc bien une source d'autorité au sens où nous l'avons défini plus haut, quelque chose qui augmente un pouvoir et un argument. Dans le domaine argumentatif, on parle d'ailleurs d'argument d'autorité pour désigner justement une absence d'argument. Un argument d'autorité désigne le procédé rhétorique qui consiste à citer un individu qui fait autorité. Il s'agit bien d'un procédé rhétorique, au sens où il vise à jouer sur les passions plus que sur la raison. Or, cette passion relève de notre attachement à la tradition. Si un vénérable du passé l'a dit, ça doit être vrai. Le contenu n'est jamais vraiment analysé. D'ailleurs, les citations de philosophes ou écrivains que l'on trouve dans les discours rhétoriques sont souvent trop sorties de leur contexte pour être compris au sens où le pensait l'auteur. Ce n'est pas la citation, mais le nom qui lui est associé qui provoque alors ce sentiment d'adhésion. De même, sur des questions éthiques, le poids de la tradition peut ressortir. Pensez notamment aux partisans de la corrida qui n'ont besoin que d'un « c'est la tradition » pour établir leur défense. Le passé a quelque chose de grand, de sacré, et on l'imagine souvent comme meilleur que le présent. Il y a une certaine nostalgie des temps passés où, croit-on, tout allait bien. Dans le domaine politique, être le descendant de tel ou tel ancêtre mythique a longtemps été une telle source d'autorité. La deuxième source d'autorité, le cosmos, est peut-être plus difficile à comprendre tant elle nous est étrangère. Il faut se replonger dans l'esprit de la cosmologie antique. À l'époque, on croyait que la Terre était au centre de l'univers. Cet univers était de plus parfaitement ordonné. La preuve, les astres qui nous tournent autour font toujours le même mouvement, alors que sur Terre, où l'imperfection règne, les choses changent. L'idée est la suivante, l'harmonie est nécessairement accompagnée de stabilité. Seul un système imparfait a besoin de se modifier et d'évoluer. Si la nature était parfaite, il n'y aurait pas de changement. Or, dans l'espace, il n'y en a pas, c'était la preuve pour les anciens que le cosmos était une image de la perfection. Cette perfection que l'on observe dans le ciel, il faut donc essayer de la reproduire sur Terre. Le rôle de l'homme politique, notamment chez Platon, est de donner à chaque individu la place qui lui convient le mieux dans la cité, celle dans laquelle il pourra pleinement développer et utiliser ses capacités, de telle sorte que chacun se complète. Ainsi pourrons-nous construire une cité stable qui prend modèle sur le cosmos.
C'est en ce sens que les philosophes antiques disent que la cité doit être un microcosme, de micro qui signifie petit et cosmos. La cité doit être comme un cosmos miniature. Celui qui connaît cet ordre cosmologique et s'en inspire aura donc de l'autorité. Dire qu'on se réclame du cosmos, justifier une décision par l'ordre cosmologique, fait donc également autorité. Aujourd'hui, il n'y a plus de cosmos clos et parfait, mais un univers infini, et il nous est sûrement difficile d'imaginer pourquoi la connaissance de l'ordre cosmique aide à maintenir une stabilité politique. Cependant, dans la mythologie grecque, on remarque que cette question de l'harmonie et du maintien de l'harmonie est centrale. Dans le livre de Luc Ferry, Mythologie et philosophie, l'accent est mis sur la façon dont tous les grands mythes peuvent s'interpréter comme une telle lutte entre le chaos et l'harmonie. Ferry retrace les nombreuses batailles de Zeus contre des monstres destructeurs engendrés par le chaos, et montre comment ces mythes originels sur la naissance des dieux que nous connaissons sont toujours une tentative d'imposer l'harmonie sur un univers d'abord chaotique. Dans la plupart des mythes grecs, il est question d'hybris. Ce terme, souvent traduit par démesure, est le pire vice qui soit dans la pensée grecque. Tous les héros tragiques font preuve d'hybris et c'est ce qui les perd. Or, l'hybris consiste à se croire l'égal des dieux ou, ce qui revient au même, à vouloir dépasser sa condition d'homme. Par exemple, Tantale essaie de tromper Zeus en lui servant son fils à manger, il croit donc être supérieur aux dieux en étant plus intelligent, alors que la place naturelle de l'humain est de leur être inférieur. Par conséquent, ce que provoque l'hybris, c'est une perturbation dans l'harmonie. Chaque chose doit rester à sa place pour que l'harmonie difficilement atteinte par Zeus se maintienne, et l'hybris provoque un bouleversement. L'idée de rester à sa place sera également très présente dans le Roi Lion, comme on le verra tout à l'heure. Avant d'y venir, il nous reste la troisième source d'autorité à développer. L'autorité religieuse, qui arrive avec l'ère chrétienne, signifie que toute autorité légitime vient de Dieu. C'est pourquoi on parle de monarchie de droit divin, ce divin étant ajouté pour donner une légitimité au roi. Si cet aspect divin augmente le pouvoir du roi, c'est parce que l'autorité du roi sur ses sujets serait calquée sur l'autorité de Dieu sur les hommes. Cette forme de pouvoir peut prendre le nom d'autorité de service, comme nous l'avons lu dans l'extrait, parce que celui qui commande est, au fond, au service de celui qui lui obéit. Il donne des ordres non pas dans son intérêt propre, mais dans l'intérêt de celui à qui il commande. C'est pourquoi saint Augustin comparait cette autorité divine à celle d'un père sur ses enfants. Chacune de ces trois premières sources d'autorité, selon Tavoyot, trouve un équivalent dans notre société actuelle, même si elles ne sont ni parfaitement identiques, ni aussi fortes qu'avant. La tradition, comme on l'a dit, reste un poids assez fort dans les discours ou les débats. Quelque chose qui a toujours été comme ça n'a pas de raison de changer. La forme moderne de l'autorité traditionnelle est la nostalgie. L'idée qu'il y aurait un temps passé où tout était parfait, où tout fonctionnait à merveille. Vous avez sûrement tous un parent ou un grand-parent pour s'exclamer « de mon temps, les jeunes connaissaient l'orthographe, de mon temps, on respectait les profs, de mon temps, de mon temps, de mon temps ». J'ai déjà évoqué également l'appel à la tradition dans des débats qui interrogent la légitimité d'une pratique comme la corrida. L'autorité du cosmos pourrait s'appeler aujourd'hui l'expertise. Un expert, c'est quelqu'un qu'on va avoir envie d'écouter. Si vous regardez un journal télévisé, vous entendrez probablement le présentateur introduire des experts pour trancher certaines questions. En général, on ne vous précisera pas son domaine d'expertise, on ne vous dira pas qui est cette personne, ses études ou ses recherches, comme si le mot expert suffisait à ce que tout le monde écoute. Enfin, concernant l'autorité religieuse, la religion en elle-même n'est pas aussi puissante qu'avant, mais l'idée d'une autorité de service trouve aussi une forme contemporaine. Pour Tavoyot, ce qui a remplacé l'autorité de service, c'est l'autorité de la souffrance. Celui qui souffre, en un sens, fait autorité. Si vous voyez quelqu'un qui vous demande de l'aide, vous aurez un sentiment qui vous pousse à vous arrêter et à l'écouter. Même si tout dépend évidemment de notre niveau de sensibilité, il reste très difficile de rester froid devant quelqu'un qui souffre. En général, nous serons à son écoute, ce qui est bien une forme d'autorité. Nostalgie, expertise et souffrance sont donc les formes contemporaines des trois premières sources d'autorité, mais dans le Roi Lion, le régime monarchique présenté s'appuie sur les premières sources d'autorité. C'est ce qui fait de Mufasa un roi respecté et qui tient son royaume d'une main ferme, ou disons d'une patte ferme puisque c'est un lion, alors que son frère Scar conduira le royaume à sa perte dès qu'il sera au pouvoir.
Je vais maintenant montrer comment la tradition, le cosmos et la religion sont présentés dans le Roi Lion. Je finirai par le cosmos qui me semble être le plus développé. La tradition est ce qui est le plus évident puisqu'elle apparaît dès les premières minutes du film. Le futur roi est né, c'est le fils du roi actuel. L'hérédité du souverain fait bien partie de l'autorité traditionnelle. Comme le souverain est de la même lignée que le précédent, il possède ce pouvoir mystérieux qui impose le respect autour de lui. Même si le petit Simba qui vient à peine de naître n'est qu'un bébé, tous les animaux viennent s'incliner devant lui. Ils le reconnaissent comme le souverain légitime. Le fait que Scar, le frère de Mufasa qui devra prendre sa place, est également de la famille royale, lui permettra d'être plus ou moins accepté. Mais la tradition veut que le fils du roi devienne roi, non son frère, et c'est une des raisons pour laquelle Simba lui sera préféré par la suite. Dès qu'il sera de retour, les Lions le reconnaîtront comme roi et appuieront sa révolte contre son oncle. C'est aussi à la tradition que fait appel Rafiki quand il veut convaincre Simba de revenir. Quand il le retrouve une fois adulte et qu'il lui dit « Je sais qui tu es », il ne l'appelle pas Simba, il lui dit « Tu es le fils de Mufasa ». En utilisant cette périphrase, il lui rappelle aussitôt sa place dans le royaume, le fait que c'est lui le roi légitime. De la même façon, quand quelques minutes plus tard, le fantôme de Mufasa apparaît dans le ciel et qu'il lui dit « N'oublie pas qui tu es mon fils et c'est toi le roi », le sens de ce « N'oublie pas qui tu es » est bien un rappel de la tradition qu'il faut respecter. Cette scène a également un lien avec le cosmos, mais nous y reviendrons après avoir dit un mot sur la religion. La monarchie de la Terre des Lions n'est pas séparable de son fondement religieux. On pourrait bien l'appeler de droit divin, comme la monarchie absolue de droit divin. Dans une telle monarchie, le roi est légitime parce qu'il est lieutenant de Dieu sur Terre. On retrouve l'aspect religieux dans la scène initiale de la présentation de Simba au royaume. Quand il est présenté aux autres animaux, les nuages s'écartent et un rayon de soleil tombe sur lui, comme une reconnaissance du divin. C'est d'ailleurs à ce moment-là que les animaux s'inclinent. Il a été reconnu par l'autorité religieuse. De la même façon, à la fin du film, il semble que le retour de Simba pousse le ou les dieux à se manifester. D'abord la foudre tombée du ciel quand Simba et Scar commencent à se battre, qui fait évidemment penser à un Zeus en colère. Ensuite, une fois que Simba a éliminé Scar, la pluie qui se met à tomber pour éteindre l'incendie provoqué par la foudre et permettre aux plantes et aux arbres de repousser. Quand le souverain qui avait été accepté par les dieux est de nouveau sur le trône, ces derniers s'appliquent à faire de la Terre des Lions un lieu paisible et habitable, ce qui n'était pas le cas sous le règne de Scar. Comme nous avons dit que l'autorité qui émane de Dieu était pour saint Augustin une autorité de service, on peut voir que cette forme d'autorité apparaît également chez Mufasa. Il est un bon roi parce qu'il veut le bien de ses sujets, et il est un bon père parce qu'il apprend son fils à devenir adulte, c'est pourquoi tous lui obéissent sans discuter. Passons à notre dernière partie sur l'autorité du cosmos. Rappelons-le pour les philosophes antiques, en particulier pour Platon, le souverain idéal est celui qui connaît l'ordre du cosmos et s'en sert comme modèle pour gouverner sa cité. Chaque chose et chaque personne doit être à la place qui lui revient dans le cosmos et la garder. C'est seulement ainsi que la cité pourra être un lieu où l'humanité s'élève. Dans le Roi Lion, Mufasa semble connaître l'ordre cosmique et une scène le montre en train de transmettre sa connaissance à Simba. En haut du rocher de la Terre des Lions, il regarde le lever du soleil et Mufasa fait immédiatement une comparaison entre cette course cosmique et sa propre existence. Le roi est comme le soleil, il se lève, règne, puis se couche pour laisser la place à un nouveau roi, de même que le jour laisse sa place au jour suivant. Il est intéressant de voir que la toute première leçon de Mufasa pour Simba est justement cette observation de ce que fait le soleil, une observation donc astronomique. Ensuite, Simba lui demande si la partie du territoire qui est dans l'ombre lui appartient aussi, mais ce n'est pas le cas. Le territoire des lions est celui qui coïncide avec la course du soleil. Là où le soleil ne peut entrer, le roi ne doit pas y aller non plus, car il doit respecter le modèle que lui offre le cosmos. La suite de la leçon que Mufasa donne à Simba concerne le respect de la nature et de chaque créature qui la compose. Si Simba doit respecter ainsi chaque animal, c'est aussi pour une raison d'harmonie. Chaque être dans le monde a un certain rôle et sa place n'est pas un hasard. C'est pourquoi il faut, comme dit Mufasa, respecter toutes les créatures, de la fourmi qui rampe à l'antilope qui bondit. Simba, surpris, remarque que les lions mangent les antilopes. N'est-ce pas contradictoire avec le fait qu'il faut les respecter ? Non, dit Mufasa, cela fait partie du cycle de la vie. Cette idée de cycle, ou de cercle de la vie dans la VO, est aussi très en lien avec le cosmos.
puisque chez les philosophes antiques, le cercle est la forme la plus parfaite parce qu'elle est éternelle et les mouvements des astres doivent être circulaires. C'est d'ailleurs ce qui a conduit à quelques difficultés dans la construction d'un modèle astronomique. Les observateurs du ciel voulaient absolument concilier leurs observations et l'exigence de mouvements circulaires réguliers, et il a fallu attendre le XVIIe siècle pour que les cercles soient enfin remplacés par des ellipses. L'existence terrestre est une métaphore de ces cercles. On tourne et on revient toujours au point de départ. Nouveau roi, naissance de l'héritier, mort du roi, nouveau roi, etc. Le lion mange l'antilope, mais quand le lion meurt, dit Mufasa, son corps se transforme en herbe et l'antilope mange l'herbe. L'image du cercle est donc bien respectée. Il y a donc une harmonie que la connaissance du cosmos permet de conserver. Et lorsque Simba brise cette harmonie en fuyant, ce qui revient à quitter la place qui est la sienne dans le cosmos, le royaume tombe immédiatement dans le chaos. L'arrivée de Scar au pouvoir est un rejet immédiat de cette harmonie. Sa première mesure est de faire entrer les hyènes sur le territoire. Or, les hyènes vivaient dans l'ombre qui n'appartient pas au lion, parce qu'elle n'appartient pas au soleil. En les amenant sur une place qui n'est pas la leur, Scar s'oppose à l'ordre cosmique et cela conduit au chaos. Il n'y a plus de nourriture, plus d'herbe, il n'y a même plus de soleil. Le royaume est plongé dans une ombre perpétuelle. Scar a donc rejeté l'autorité du cosmos, mais il n'est pas le premier à l'avoir fait. C'est Simba, par sa fuite de la terre des lions, qui est le premier à refuser de rester à sa place de roi. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que les propos du fantôme de Mufasa, qui lui ordonne « n'oublie pas qui tu es », ne sont pas seulement une question de tradition, mais bien une question de cosmologie. Cette phrase « n'oublie pas qui tu es », en VO « souviens-toi qui tu es », ressemble assez fort au précepte antique « connais-toi toi-même ». Ce « connais-toi toi-même » est aussi pour Platon une question de place dans l'ordre cosmique. Ce que je dois connaître de moi-même, c'est la place qui me convient dans l'univers, la place que je dois prendre pour que mon existence particulière et la cité en général soient les plus parfaites possibles. C'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté Geekosophie Magazine. Il y a un chapitre sur le Roi Lion dans mon livre Il en faut peu pour philosopher, donc si vous voulez continuer cette réflexion, je vous invite à aller voir, et je mets les liens nécessaires dans la description de l'épisode. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur Geekosophie Magazine.